Cette présentation s'inscrit dans un projet de recherche sur l'histoire des vies ordinaires que j'aborde à partir des conditions d'émergence et de diffusion des écrits populaires. Donc c'est une forme d'histoire littéralement par le bas, au sens où j'essaye de reconstruire l'histoire sociale et culturelle à travers les productions écrites et somme toute créatives des classes populaires. Avant de présenter une partie de mes recherches sur ces écrits poétiques dans les workhouses précisément, je vais d'abord proposer quelques éléments méthodologiques en lien avec les spécificités de mon corpus. Donc, d'abord, quelle est la généalogie de ce travail ? J'analyse depuis plusieurs années la poésie populaire, donc en fait non canonique, en tout cas telle qu'on l'entend aujourd'hui, puisque la poésie était un genre littéraire largement employé par toutes les classes sociales au XIXe siècle. J'ai d'abord ciblé la poésie ouvrière, produite dans la manufacture, mais aussi grâce à la manufacture. Et c'est le début de mon questionnement sur la manière dont le cadre professionnel pouvait encadrer, voire encourager la production poétique. À ce titre, j'ai mis en évidence certains fonctionnements en réseau, alors évidemment en dehors des cercles, des cénacles habituels, et certaines pratiques culturelles qui étaient stimulées au sein de la manufacture. J'ai ensuite découvert, un peu par hasard, un court recueil de poésie écrit par Grace Dickinson, une résidente de la workhouse de Halifax dans les années 1860. Et la préface rédigée par l'aumônier m'a permis d'en savoir plus sur les conditions d'émergence de l'activité poétique, puis du recueil lui-même. Je me suis donc demandé comment des poèmes pouvaient être écrits, puis publiés et diffusés au sein d'une des pires institutions sociales victoriennes. Et cette découverte m'a conduite à réorienter mes recherches vers les conditions d'émergence de l'écrit créatif chez les plus démunis, et aussi à réaliser que l'institution sociale est finalement indispensable à l'apparition de l'écrit. D'abord en tant qu'espace de promotion de l'écriture, et ensuite en tant que lieu de dissémination des écrits. Alors ma recherche actuelle sur les écrits d'indigents s'inscrit aussi dans un processus de révision des études sur les institutions sociales. Dans les années 70, vous savez tous que l'histoire et la sociologie analysaient les institutions comme des systèmes inhumains de contrôle social, ne conduisant qu'à l'oppression et la discipline. Michel Foucault, ainsi que d'autres historiens, considéraient les prisons, les asiles, les écoles, les casernes, les orphelinats, avant tout comme des espaces oppressifs, voire coercitifs. Dans les années 80 et les années 90, les historiens ont commencé à remettre en question la toute-puissance des institutions et ont souligné la nécessité d'une approche multidimensionnelle qui complexifie l'analyse des relations de pouvoir au sein de ces systèmes. Le développement de l'histoire des mentalités et des sensibilités à la même époque a influencé l'histoire des institutions en étendant l'analyse au-delà de l'élaboration des politiques et de la gestion pour prendre en compte les expériences vécues de certains groupes spécifiques et pour construire des micro-histoires à partir de ces expériences. Le glissement de l'étude de l'entité administrative jusqu'à l'institution sociale a permis de considérer tous ces acteurs, leur vie et leur interaction avec le monde qui les entoure. Les sources se sont également étoffées, ajoutant aux archives institutionnelles des documents produits par les acteurs eux-mêmes, ce qui nous renseigne sur leur vie quotidienne. Une décennie plus tard, dans les années 2000, l'attention s'est portée sur des documents encore plus privés et subjectifs, produits au sein des institutions. La recherche s'appuie par exemple sur les travaux du sociologue James Koch, qui a utilisé l'outil conceptuel des anthropologues qu'est l'infrapolitique, et il fait référence à la production de hidden transcripts, de textes cachés, invisibles à ceux qui ne sont pas en position de pouvoir. Ainsi, il a mis en évidence des formes de micro-résistance. En fait, ce sont plutôt des micro-actions plus que des micro-textes ou des micro-récits, pour montrer que des formes d'agentivité sont possibles, même chez les plus fragiles ou les plus démunis. Ces dernières années, les études sur les institutions de type carcéral ont encore renforcé les échanges entre les institutions et le monde extérieur. Je
pense notamment aux travaux en France d'Elsa Génard sur les circulations entre l'extérieur et l'intérieur des institutions, par exemple à travers les correspondances. Les études sur les institutions ont souvent exploré celles-ci en termes d'obligation, de discipline, de résistance. Quant à moi, j'essaie plutôt de considérer les interrelations et les co-constructions entre l'indigent auteur et l'institution. Alors, pour revenir à l'histoire des indigents, elle s'est généralement construite à leurs dépens. Rejetés en marge de la société par le système général de l'assistance publique, ceux qui ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins furent aussi réduits au silence. C'est en tout cas ce que l'historiographie traditionnelle des workhouses semble affirmer. En 1983, par exemple, Anne Crother soulignait que les sources provenant des pensionnaires étaient presque inexistantes. Faire parler les indigents serait tout à fait légitime, selon elle, mais il ne s'agirait que de proposer un patchwork de lettres et de souvenirs des pauvres les plus alphabétisés. Le constat fait par Jacques Carré, une trentaine d'années plus tard, est tout aussi pessimiste. Selon lui, la mémoire de centaines de milliers d'indigents dans la workhouse en l'espace de 3 siècles reste désespérément muette. Certes, ces sources sont infimes par rapport à la profusion de documents officiels classiques comme les rapports d'inspection, les documents parlementaires, les pamphlets, les tracts, les registres paroissiaux, etc. Et bien sûr, il faut faire attention à ne pas surestimer la place prise par les écrits des indigents. Mais il semble que la workhouse, malgré son caractère carcéral, est parvenue dans certains cas à stimuler la parole d'un nombre non négligeable d'indigents. D'une part, ce sont les conditions extrêmement difficiles, voire abjectes, à l'intérieur de l'établissement, qui ont conduit certains indigents à prendre la plume pour exprimer leur désaccord, voire leur haine envers le système. Et d'autre part, la workhouse, contrairement à la rue, a pu fournir un cadre, un toit, un rythme de vie, une forme de stabilité matérielle, ce qui rend possible le passage à l'écrit. Si les auteurs de cette poésie que je nomme institutionnelle n'avaient pas été condamnés à la prison ou contraints d'entrer à la workhouse, ils n'auraient peut-être jamais eu, sinon d'ambition poétique, du moins de désir de coucher leurs impressions sur le papier. Donc sans workhouse, encore moins de paroles d'indigents, si ce n'est celles que les sociologues et les réformateurs sociaux prêtent aux pauvres, tels Henry Mayhew dans London Labour and the London Poor, le rapport sur son exploration des quartiers pauvres de la capitale dans les années 1840-1850. Mais une fois la parole du pauvre tronquée, réécrite, parfois civilisée, peut-on déterminer avec précision les paroles qui ont vraiment été prononcées ? Ce n'est donc peut-être pas uniquement du côté des explorateurs sociaux qu'il faut chercher la parole de l'indigent. D'autres sources ont déjà rendu visibles certains de leurs écrits. Je pense notamment à une étude approfondie de centaines de lettres de plainte qui ont été envoyées au Polo Board, c'est-à-dire le bureau central de l'assistance publique. Donc une étude a été menée sur ces lettres récemment par les historiens Peter Jones et Stephen King. Ils ont mis en évidence le potentiel d'agentivité des indigents qui ont contribué à informer et à influencer l'opinion publique sur leurs conditions de vie dans les workhouses. À ces lettres s'ajoutent celles qui ont été envoyées directement à la presse locale. Et dans ce cas, il est possible que des choix éditoriaux en aient modifié la forme et le contenu. En parallèle, il existe aussi certaines autobiographies d'anciens résidents. Généralement, elles sont écrites plusieurs années, bien sûr, parfois même plusieurs dizaines d'années après leur expérience de la workhouse, et on sait que le temps a pu modifier le souvenir. On note que la référence au passage dans la workhouse devient simplement une étape dans le récit de leur vie, ou plutôt en fait un point de départ d'une ascension sociale stimulée précisément par ce séjour, réalisé souvent en tant qu'enfant. La maltraitance est alors transcendée pour devenir rétrospectivement une étape utile au récit initiatique et au récit de la construction personnelle. Le récit du moi, humilié, est nécessaire à l'écriture du moi sublimé, héroïque, édifié. On peut aussi faire référence ici au site internet simplement nommé The Workhouse,
qui est alimenté par un historien féru des workhouses, de l'histoire des workhouses, qui s'appelle Peter Higginbotham. Et il a rassemblé de très nombreuses sources officielles, littéraires ou moins officielles, comme les autobiographies, qui n'ont plus qu'à être exploitées. Alors, un bon exemple d'autobiographie est celui est l'exemple de l'autobiographie de Charles Shaw, When I Was a Child, publiée en 1903, qui décrit l'expérience de la workhouse 60 ans après l'avoir vécue. Alors que Charles a 8 ans, son père perd son emploi. Il est contraint d'entrer avec sa famille à la workhouse de Chell en 1842. Plus tard, Charles deviendra pasteur et sera à la tête d'une petite manufacture. Comme les autres autobiographies de ce genre, les références à la workhouse ont pour objectif de condamner l'institution où règne la cruauté, la misère et l'arbitraire. Ce qui est compréhensible, bien sûr, mais en faisant un tel procès, les autobiographies écartent la possibilité de la considérer comme un lieu de vie avec des pratiques sociales et culturelles propres, autres que les pratiques de coercition. Une exception toutefois avec le récit autobiographique de John Rutherford, qui écrit sous le pseudonyme de One of Them. Ce récit ce récit qui s'intitule Indoor Paupers ne porte que sur quelques mois passés à la workhouse de Poplar en 1885, mais décrit les rares pratiques culturelles des résidents, principalement la lecture. Alors il existe aussi d'autres sources émanant des indigents, comme les poèmes, qui sont au cœur de ma recherche. Il donne en fait de la chair à ces individus, souvent déshumanisés par les services sociaux et désincarnés dans des documents administratifs. Dans une recherche de type historique, il me semble qu'on ne peut pas totalement écarter la dimension créative et les choix stylistiques qui s'opèrent dans ces récits d'indigents, dans ces textes d'indigents, et qui nous informent sur le rapport à l'écrit et sur l'influence littéraire. La prise en compte donc de la littérarité du texte permet de ne pas considérer les indigents comme un seul groupe monolithique dont les membres partageraient exactement les mêmes codes de l'écrit. L'analyse stylistique, même sommaire, permet d'identifier des individus spécifiques qui sont à la fois représentatifs de leur communauté locale ou de leur groupe social, mais aussi extraordinaires, car pour eux, réussir à produire un écrit créatif et surtout à le diffuser relève souvent de la gageure. Concernant cette dimension littéraire, on pourrait presque dire que chaque document produit dans le cadre de l'institution de secours est un acte créatif, tant la concrétisation d'un écrit est improbable dans un environnement si préjudiciable au développement des compétences écrites. Par exemple, les lettres envoyées au bureau des surveillants des pauvres dans le but de faire part de leurs doléances. J'y reviendrai plus tard. Donc, ces lettres sont généralement prises en compte par la recherche, par la critique, plutôt comme des sources officielles, plus en tant que documents administratifs et comme texte argumentatif. Mais ce sont aussi des égo-documents qui reflètent un rapport émotionnel à l'environnement et nous renseignent sur un ressenti varié. Donc, si on passe outre les choix stylistiques qui sont faits dans ces courriers administratifs, on oublie que les collectifs sont faits d'individus qui expriment différemment leurs émotions. Ainsi, malgré la maladresse de ces courriers, on peut voir le soin qui est mis dans le choix du bon terme, de l'image évocatrice ou dans le recours à telle ou telle forme d'emphase. Et ainsi, on peut identifier certains individus à la fois ordinaires sur un plan institutionnel et exceptionnels sur un plan personnel. C'est le cas d'ailleurs de certaines plumes sollicitées en fonction de leurs compétences écrites, voire de leur talent, pour se faire le porte-parole des indigents de l'institution. Mais revenons à la poésie. Pour quelles raisons les résidents des institutions de secours ont-ils choisi la forme poétique pour écrire leurs expériences ? Et qu'est-ce qui, dans la vie institutionnelle, peut stimuler un tel choix ? D'abord, il faut comprendre que la poésie est la forme littéraire la plus répandue chez les classes populaires au XIXe siècle. Le nombre de poèmes est quasi incalculable, puisqu'à ceux qui sont publiés dans des recueils,
de poésie, s'ajoutent les milliers de poèmes publiés dans la presse locale, chaque périodique accueillant au moins un poème par numéro. Andrew Hobbs et Claire Januszewski estiment à 4 à 5 millions le nombre de poèmes publiés dans la presse locale à l'époque victorienne. Et il y a bien sûr tous les poèmes qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Une grande variété de poèmes sont écrits à l'occasion d'événements divers, aussi bien nationaux que locaux ou personnels. Par exemple, pour célébrer la naissance d'un enfant de Victoria, pour solenniser une excursion organisée par la manufacture, pour se souvenir d'un accident de travail ou d'un accident de transport, pour fêter les réjouissances de fin d'année ou la Burns Night à la Workhouse, ou pour faire la promotion du concours du meilleur poème de Noël à l'asile. Ensuite, c'est précisément parce que les institutions victoriennes cherchaient à imposer leur système de règles, largement ressenties comme coercitives, arbitraires ou simplement monotones, à ceux qui y vivaient, que cet exercice du pouvoir pouvait se heurter à la défiance des résidents, exprimée souvent sous la forme d'un simple poème. On se doute bien que les conditions de vie dans les workhouses devaient être un frein à la création artistique, et pourtant, la forme poétique semble adaptée à ceux qui étaient privés de temps, d'espace intime et même d'outils pour écrire. Le poème, contrairement au roman, bien sûr, peut s'inscrire dans les interstices de la vie institutionnelle. La routine dans les institutions, avec ses courts moments de répit, peut avoir encouragé les poètes à composer mentalement leurs poèmes, généralement courts, avant d'avoir la possibilité de les transcrire sur le papier. La mémorisation a aussi pu représenter un moyen d'échapper à la routine quotidienne abrutissante et dans certains cas a même pu être vitale pour la santé mentale et même permettre de retrouver un sentiment de soi perdu. La dimension de plaisir ne doit pas non plus être écartée. En effet, la vie dans les workhouses était sans doute un peu moins rude lorsque des poèmes étaient lus ou mis en musique lors des moments de convivialité. Bien sûr, les occasions limitées de création permettent l'écriture de poèmes très codés, rarement plus longs que quelques strophes, avec des références communes à des poètes canoniques, des tournures de phrases convenues et des schémas de rimes conventionnels. Cela ne veut pas dire que l'innovation formelle était impossible, en particulier pour les auteurs les plus éduqués ou les plus talentueux. En tout cas, la création à caractère esthétique devait sans doute compenser la noirceur de l'environnement, le plaisir supplantant momentanément la souffrance. Par ailleurs, le poète de la workhouse ou de l'asile, reconnu comme tel par le personnel et les résidents, retrouvait une forme de dignité et une fierté peut-être à être le porte-parole de la communauté institutionnelle locale. Et bien sûr, la création poétique conférait une renommée locale aux poètes, comme le souligne Kirsty Blair, au sujet des avantages matériels et symboliques de la poésie pour les poètes des classes ouvrières. Elle écrit « Becoming known as a poet brought with it cultural capital and an enhanced reputation in local, regional, national, and in some cases international circles, plus the potential to turn this into actual capital. Thus writing was a marketable as well as highly respected skill. » Une observation comparable peut être faite chez les poètes de la workhouse. Le succès poétique a rarement fourni aux poètes un capital économique, bien sûr, mais il a pu leur donner une petite visibilité, si ce n'est une réputation locale. Maintenant, que nous apporte l'analyse de la production poétique dans la workhouse ? La poésie populaire et institutionnelle a une forte dimension biographique qui nous éclaire sur l'histoire du travail, des loisirs, des institutions, des communautés, mais aussi sur l'histoire des émotions, celles-ci étant difficilement identifiables en dehors des écrits privés. C'est souvent sous la forme poétique, courte, que se révèle le témoignage à chaud et les émotions de l'ouvrier ou de l'indigent. Si on considère souvent que le texte poétique ne vise pas à raconter une histoire comme le ferait un texte narratif, ce n'est pas tout à fait le cas pour la poésie populaire. Mais alors, pourquoi ces sources institutionnelles ont-elles été ignorées, voire écartées ? D'abord, on imagine difficilement qu'une forme créative, relativement complexe, puisse apparaître dans un environnement défavorable. Ensuite,
la difficulté d'accès à ces sources, surtout dans la presse locale et dans les archives, a pu nuire à leur visibilité. Par ailleurs, du côté des études littéraires, la faible qualité artistique a invisibilisé ces formes, surtout lorsqu'on estime que le génie poétique prévaut sur le contexte d'émergence des poèmes. Pour l'historien, les problèmes sont multiples, bien sûr, même si la question de la paucité des sources est finalement relative, une fois qu'on a réussi à identifier un corpus pas si négligeable que ça, il reste souvent des questions de représentativité et d'authenticité. Qui parle vraiment dans le poème, puisqu'il y a presque toujours des formes de médiation entre le poème d'origine et la version publiée. La littérarité du texte doit aussi être interrogée. Altère-t-on la vérité du témoignage ? Est-ce que les écrits sont commandés ? Et on sait que c'est le cas pour le récit autobiographique du séjour de John Rutherford à la Poplar Union Workhouse, dont j'ai parlé il y a une minute, puisqu'il a été commandé par l'éditeur Chatto, qui lui a versé 20 livres. Il est probable que la plupart des sources populaires soient en partie de seconde main, c'est-à-dire remaniées d'une façon ou d'une autre par un tiers, généralement appartenant à une classe sociale supérieure. De plus, il y a sans doute des formes de censure, voire même d'autocensure, lorsque la critique de l'institution devient trop manifeste. C'est justement cette dernière question qui a donné l'impulsion à mes recherches, puisque la déférence, voire l'obséquiosité, est finalement un moteur de l'écriture, comme je vais le montrer à travers certains exemples que j'ai choisis. Concernant l'accessibilité aux sources, alors il y a de très nombreux recueils de poésie populaire, c'est-à-dire produites par des individus qui appartiennent aux classes populaires, donc environ 80% de la population à l'époque victorienne. Mais donc un grand nombre de ces recueils est accessible sur les bases de données comme Massey Trust ou archive.org. Mais les recueils publiés par des indigents depuis la Workhouse ne représentent qu'une poignée d'ouvrages, bien sûr. Pour lire des poèmes d'indigents, il est plus judicieux de se tourner vers la presse. Le site British Newspaper Archive est extrêmement utile puisqu'il permet de lancer des recherches ciblées une fois qu'on a bien identifié les mots-clés. Il y a aussi les archives institutionnelles déjà mentionnées. Les lettres des indigents, par exemple, sont consultables aux archives nationales dans la section MH12, mais je n'y ai pas trouvé de poème à ce stade. Je n'ai pas encore exploré les archives qui sont préservées dans certaines anciennes workhouses, transformées aujourd'hui en hôpital ou en musée folklorique, comme à Southwell ou à Ripon. Mais je ne suis pas sûre que les documents très fragiles et éphémères des résidents aient été préservés. Par exemple, le musée Norfolk Life, qui se trouve dans les anciens locaux de la workhouse, n'a conservé que des sources plus officielles produites par le personnel. Ma présentation d'aujourd'hui porte essentiellement sur la poésie écrite dans les workhouses, mais aussi dans celle produite dans les casual wards. Donc les casual wards étaient des pavillons attenants à la workhouse qui accueillaient les vagabonds. Donc, ces poèmes des workhouses ou des casual wards ont été produits régulièrement entre les années 1850 et 1900, même si un examen plus approfondi permet de discerner des décennies où la production a été plus intense. Avec une culture poétique transcendant les classes sociales, les indigents étaient donc susceptibles d'écrire des poèmes et de les diffuser, ainsi que de se construire et d'être reconnus en tant que poètes de la workhouse. Même à un niveau accablant de dénuement, la forme poétique au sens large reste privilégiée pour ceux qui expriment leur adhésion ou leur méfiance à l'institution. Et il semble que ces institutions ont encouragé, souvent involontairement, la production de poèmes. Et inversement, la poésie a à son tour renforcé la structure sociale existante, en partie en construisant une relation intériorisée par les résidents et fondée sur un acquiescement aux règles et aux normes. On peut s'interroger pourtant sur les formes de résistance, ou du moins de renégociation des normes sociales au sein des poèmes. Comment les poèmes des résidents contribuent-ils à interroger la nature de la déférence et révèlent-ils parfois des formes de résistance à l'ordre institutionnel ? Je ferai aussi deux gros plans sur deux indigents hors du commun, Grace Dickinson, que j'ai rapidement présenté, et sur celui qui est connu sur le pseudonyme de Bow Street, un poète vagabond qui a laissé des graffitis poétiques sur les murs des workhouses dans les années 1860. Les poèmes qui
portent sur les workhouses sont relativement nombreux. Mais jusqu'à maintenant, seuls ont été pris en compte par les chercheurs, ceux qui ont été écrits par les poètes issus de la classe moyenne. Ils sont pleins de sentimentalité et construisent la workhouse comme un foyer plutôt que comme une institution. Ils présentent aussi la pauvreté comme un spectacle, ce qui a peut-être pour but de conjurer la peur de soi-même être exposé à la pauvreté. Et dans ces poèmes, les visiteurs occupent le devant de la scène, alors que les pauvres sont systématiquement marginalisés et dépeints comme un groupe muet et passif, reconnaissant de la relative générosité qu'ils reçoivent. C'est ce qu'on peut observer sur cette carte postale, très largement diffusée, qui dépeint une visite de la workhouse par les guardians, donc les surveillants de l'assistance publique. Sous l'image, on découvre un extrait de poème qui souligne bien le déséquilibre du pouvoir. Donc vous avez aussi le poème sur la gauche. Mais on sent bien à la lecture de ce poème, dans la dernière strophe, une certaine ironie de l'auteur George Sims, qui était journaliste et qui a passé une partie de sa vie à explorer les bas-fonds et les abris temporaires. Par opposition à cette bourgeoisie dite bourgeoise, dans cette poésie dite bourgeoise, celle qui est écrite par les pensionnaires eux-mêmes ne présente pas le même degré de pathos, ou au moins est-il mêlé à d'autres émotions qui compliquent le rapport à l'institution de secours. De manière surprenante, les moments clés de la vie de la workhouse, mis en exergue dans les récits habituels comme le bain, le fameux bain pour se nettoyer à l'entrée de la workhouse, lors de l'admission, donc ces moments cruciaux sont absents des poèmes de résidents. Ils préfèrent témoigner des pratiques sociales et culturelles à l'intérieur de la workhouse, nous fournissant des informations sur la vie sociale qui apparaît peu dans les sources officielles ou dans les poèmes de la classe moyenne. Dans leurs poèmes, les indigents sont individualisés en tant qu'auteurs et acteurs, utilisant généralement leur propre nom, même si des caractéristiques génériques et stylistiques communes peuvent être identifiées dans leur production poétique. Alors, à une extrémité du spectre, on trouve des poèmes pleins de déférence. Par exemple, un poème sans titre, écrit en 1870 par un résident anonyme de Withington Workhouse, dans le sud de Manchester, et ce poème est un hommage au master. Le poète s'en remet indéfectiblement à lui, présentant toutes ses vertus de bon père de famille, y compris celle de protéger les résidents oisifs de la prison. C'est un poème qui s'intitule « A Model Workhouse Master ». Par ailleurs, quelques articles parus dans la presse locale à la fin des années 1850 font référence à des poetical applications, formulés sous la forme de poèmes très élogieux. Par exemple, John Kilpatrick Rutherford, charpentier et résident à la workhouse de Tipperary, présente sa requête en vers. Il a besoin d'une paire de chaussures dans sa recherche d'emploi. For the sake of him who mercy loves, your well-filled purse is loose. And as amputation might ensue, grant me a pair of shoes. La dernière strophe est un éloge des Guardians, louant leur générosité et notant que leur salut est assuré. Une telle flatterie s'avère payante, puisque le poète a reçu finalement un ensemble complet de vêtements. Rutherford joue clairement sur la charité des tuteurs en se présentant comme un chrétien dévot et en transformant sa demande en hymne religieux. De plus, le journaliste ajoute que Rutherford a également écrit des vers patriotiques après la révolte des Cipayes de 1857, ce qui a certainement maximisé ses chances de voir sa requête aboutir. La forme poétique joue, semble-t-il, un rôle déterminant dans le succès des demandes des résidents. Devenir le poète officiel de la workhouse rendait donc ces revendications plus efficaces si elles étaient faites sous forme de vers dans la presse. C'est le cas de Mungo Pommier, qui acquit une certaine notoriété auprès des lecteurs de la presse locale grâce à ses lettres de plainte. Mais cette réputation est aussi liée à la persona qu'il s'est construite comme poète de la workhouse et comme porte-parole des indigents. Il est d'ailleurs défendu par un lecteur. I fear poor Mungo has given mortal offense because he is so much superior in education to some of his superiors in the station, and because he really can write poetry.
Pommier a même eu la rare chance de voir un de ses poèmes, Hope Deferred, publié intégralement dans l'East London Observer, ce qui était extrêmement rare. Alors à l'autre bout de la chaîne, il y a les poèmes accusatoires, qui remettent en cause les traitements subis. Les workhouses étaient souvent décrites comme des prisons et le système de secours victorien était régulièrement comparé à un système pénal. James Reynold Withers, par exemple, il a passé plusieurs années à Newmarket Union dans les années 1850 et il dénonce la workhouse qui criminalise, selon lui, l'indigent qui était surrounded by walls that are too high to climb, confined as a felon without any crime. Un poème de 1904, Likewise and Otherwise, est une plainte en vers adressée au président du Board of Guardians par un résident de la workhouse de Caister. Il dénonce la différence de traitement entre les prisonniers bien traités selon lui et les pauvres qui n'ont rien à se reprocher mais que la société ignore. Now, if this is the way to encourage these men who do try to behave as they should, it is time to deplore such a system, and then there may chance out of evil come good. Ce petit échantillon de poèmes sur les workhouses ne rend pas justice, bien sûr, à la gamme nuancée de réponses à la vie institutionnelle, mais il est suffisant pour montrer qu'il n'y a pas eu de réaction uniforme de la part d'un groupe jugé à tort comme monolithique et apathique par les observateurs de la classe moyenne. Je vais maintenant examiner comment la création poétique émerge depuis et grâce à l'institution, aussi contraignante soit-elle, et comment les résidents ayant des ambitions poétiques n'ont d'autre choix que de s'accommoder de certaines contraintes qui leur seront bénéfiques. Que l'institution soit présentée comme coercitive ou charitable, son soutien direct ou indirect est nécessaire pour encourager les indigents à se lancer dans la création littéraire. Dans sa préface à son recueil de poèmes, Lays from the Poorhouse, de 1860, le poète écossais John Young justifie la genèse de ses poèmes au sein de la Barnhill Workhouse de Glasgow. Whatever slight abilities the author of the following effusions may possess have been cultivated within the walls of a poorhouse, not the most favourable soil for the sweet flowers of poesy. Nevertheless, it was within the walls of a poorhouse that the author first strung his uncouth lyre, and running his ungainly fingers over its chords, drew forth their first notes. Dans ce contexte, les poètes ont pu paradoxalement tirer parti des spécificités de leur environnement. Leurs poèmes deviennent des poetic effusions, terme régulièrement utilisé par les éditeurs et les critiques pour qualifier la poésie non canonique des poètes de milieu modeste. Mais les indigents eux-mêmes s'approprient ce terme de poetic effusions pour décrire les rares moments d'intense émotion laissés dans les interstices de la vie à la workhouse. Ils étaient conscients de la faiblesse de leur production poétique, mais ils savaient la transformer en force, en affirmant que la maladresse de leur style rendait leur vers incomparable. Young explique que c'est précisément depuis la workhouse qu'il a pu lutter contre sa consommation excessive d'alcool, parce que l'institution lui a offert la possibilité d'écrire des poèmes sur l'intempérance et de se racheter. Ainsi, Young retrace sa rédemption depuis les ténèbres jusqu'à la lumière, alors qu'il y découvre le goût de la lecture, compose ses premiers poèmes et est encouragé à envoyer un poème à un journal de Glasgow. Ces vers, affirme-t-il, peuvent même en empêcher d'autres de trouver refuge dans l'alcool et donc de basculer dans la pauvreté. Ses souffrances à l'institution lui ont paradoxalement permis de se construire en tant que poète et en tant qu'homme respectable, deux caractéristiques précieuses, fréquemment mises en avant dans la presse écossaise locale. Certains résidents ont ainsi acquis une forme d'agentivité en écrivant des poèmes dans et sur la workhouse et en étant reconnus comme poètes de la workhouse. L'institution génère donc ses propres poètes et permet l'émergence d'un sous-genre poétique, le workhouse poem. En conséquence, les indigents utilisent l'institution, si peu propice à l'épanouissement personnel, comme une opportunité pour développer leur identité et construire leur persona. D'abord, les poètes de la workhouse pouvaient bénéficier, comme les poètes ouvriers, du mécénat de la petite noblesse locale ou des industriels locaux, à défaut de pouvoir disposer d'une véritable presse et d'un système éditorial.
Le fragile succès de ces poètes est paradoxalement dû au fait qu'ils sont à la fois pauvres et résidents d'une institution de secours, ce qui est un atout aux yeux des mécènes et des lecteurs. Ainsi, John Young obtint un large soutien, dont celui des membres du Board of Guardians, en leur envoyant des poèmes sur sa vie à la workhouse. Et en conséquence, son livre Lays from the Workhouse a bénéficié de nombreuses souscriptions. The author was enabled to see, through the warm patronage bestowed upon him, a solace and support for the remainder of his life in the honest prosecution of his art. Lit-on dans un article du Glasgow Weekly Mail. La dépendance des poètes indigents à l'égard de l'institution locale apparaît clairement dans les titres de leurs poèmes et dans la construction de leur propre persona. Ils sont littéralement enfermés derrière les murs de la workhouse par leur statut de poète de la workhouse. En effet, les titres des articles et des notices qui leur sont consacrés mentionnent systématiquement le statut d'indigent. Quelques exemples de cet engouement journalistique: Original poetry in the workhouse, poetry in the workhouse, workhouse poetry, workhouse poet, a poet in the workhouse, soldier poet in the workhouse, pauperism and poetry. Par ailleurs, il n'est pas rare de trouver dans la rubrique nécrologique des journaux locaux des noms d'indigents associés à leur activité de poète officiel. Workhouse Poet Dead, par exemple, fait référence à Robert Clark de la workhouse de Farnham. He had devoted his leisure to writing poetry, which is sent to various notabilities. Pourtant, malgré cette exposition relative, la plupart des poèmes ne sont publiés que partiellement, et parfois même à peine mentionnés. Ce qui compte, c'est le poète indigent, pas sévère. Il existe plusieurs occasions qui poussent les indigents à prendre la plume. Par exemple, les événements organisés par la workhouse, même si ceux-ci sont plus rares que dans la manufacture ou dans l'asile. Les poètes officiels de la workhouse étaient sollicités pour écrire ou réciter des poèmes lors d'occasions spéciales, comme le jour de Noël ou le jour de l'an. Cette tradition était appréciée par la presse victorienne, si l'on en juge par le fait que les poèmes portant sur ces deux fêtes, Noël et jour de l'an, étaient généralement publiés dans leur intégralité. Par exemple, Edward Jones, résident de la Cardiff Union, décrit en détail la générosité des tuteurs et des maîtres et loue leur bienveillance lors de la traditionnelle visite de Noël. The Union of Cardiff desires a great merit. We know that its credit spreads over the land. The guardian's bounty is from the Almighty. In his store there are plenty, as the seashore of sand. Les excursions aussi, quoique plus rares dans le cadre de la workhouse, sont aussi propices à l'écriture poétique. Par exemple, un résident âgé de Kingston Union est promu Workhouse Laureate le temps d'un jour, puisqu'il est chargé d'écrire des poèmes en l'honneur d'une excursion dans le Surrey en 1895. Certains de ces poèmes seront publiés dans le journal local quelques jours plus tard. Le poème commémoratif est une formule gagnant-gagnant. D'une part, le personnel de la workhouse profite de la description souvent emphatique de l'institution, et ainsi, les lecteurs du journal local pensent que le personnel prend bien soin de ses pensionnaires. Et d'autre part, le compte-rendu dans la presse locale légitime le rôle de ce résident en tant que poète officiel de l'établissement, lui apportant une petite gloire éphémère lorsque son nom figure dans l'article. Alors la petite célébrité de Grace Dickinson va durer un peu plus longtemps. Elle est entrée à la workhouse d'Halifax en 1861, alors qu'elle était veuve et mère de 2 jeunes enfants. Elle a d'abord connu un petit succès littéraire et personnel après la publication d'un poème en 1862 dans le magazine hebdomadaire publié par la Religious Tract Society, The Sunday at Home. Son poème s'intitule « Prayer for a Child composed by a widowed mother, the inmate of a Union workhouse ». Cette publication lui valut en fait d'être reconnue comme poète officiel de la workhouse de Halifax. Encouragée par cette expérience positive, elle rédige d'autres poèmes que l'aumônier Thomas Snow rassemble dans un volume de 96 pages qu'il intitule « Songs in the Night ». Et il publie ce recueil après la mort de son auteur en 1863. Il en rédige également la préface dans laquelle il donne de nombreuses informations sur le quotidien des résidents et sur leur interaction avec l'institution, ce qui nuance notre compréhension de la workhouse. Cette préface indique que les frais de publication
ont été pris en charge par le Board of Guardians et que le produit des ventes a été remis aux 2 enfants de la poète, dont la photographie est reproduite en frontispice. On apprend aussi qu'elle écrit ses poèmes alors que son état se dégrade. Mais pour poursuivre sa création poétique, elle apprend le langage des signes afin de pouvoir dicter ses hymnes et ses élégies à une jeune fille sourde et muette qui les transcrit à son tour sur une ardoise. Il ne restera à Snow qu'à trouver le titre du volume. Il écrit dans la préface « Many of them are literally songs in the night, having been composed in the silent hours of darkness, or when that silence was disturbed by the moans of the suffering, the restlessness of the aged and the superannuated, or the hard and the audible breathing of the dying, and all of them have been produced in the night of affliction. » Il est intéressant de noter qu'un volume de 21 poèmes, écrit en 1854 par une patiente de l'asile de Crichton à Dumfries, porte exactement le même titre et a été publié par les presses de l'établissement de Crichton. Les 2 volumes tendent à montrer qu'il y a de l'espoir, même dans les heures les plus sombres. Peut-être précisément parce que l'institution permet de s'extraire momentanément de sa condition sociale ou de son état mental. En tout cas, l'oxymore dans le titre souligne que l'image de la workhouse n'est pas aussi monolithique que celle qui est véhiculée dans la culture populaire. Le désespoir peut être atténué par le réconfort ou la solitude par l'altruisme, notamment grâce à la composition et la lecture de poèmes dévotionnels. Ceux de Dickinson sont le résultat de son implication dans l'institution plutôt que de sa confrontation avec l'institution. Même si la création poétique est louée par l'aumônier, on détecte chez lui un mélange assez habituel de soutien et de mépris. Il écrit « I'm responsible for the selection, the arrangement, the orthography, and the greater number of the headings. I have endeavored to repair any broken joint, and have given my best assistance to a limping line, but this is all I've done. » Il modifie quelques vers as « being of too personal a character for publication ». Ceci dit, il note que there is certainly something new in the manner of his production. Et ici, il fait référence à la coopération inhabituelle avec Sarah Thomas, la secrétaire muette. Mais l'originalité du projet collaboratif de Dickinson réside aussi dans sa relation avec l'aumônier. En tant qu'homme d'église, celui-ci se soucie des âmes et a donc un intérêt spirituel à voir des hymnes publiés. Mais en tant que membre du personnel, il envisage aussi les retombées pour l'image de l'institution, ce qu'il mentionne d'ailleurs dans la préface. Sans surprise, Dickinson fait l'éloge des Guardians pour leur générosité, par exemple dans ce poème intitulé « To the Chairman of the Board of Guardians ». Mais ce poème laudatif est aussi unique dans sa façon d'exprimer le sentiment de sécurité qu'elle ressent en tant que femme, et mère seule, dans la workhouse qui est un vrai refuge. Je vais le lire rapidement. In widowed destitution, I to this place did flee. But for such institution, what would become of me? What could I do in sickness? I couldn't earn my bread, nor in my present weakness unto the factory tread. Oft with myself communing, I think what ills would come, unless within this union my children had a home. Here females are protected from insult and from shame, the rules so well directed being credit to your name. Alors Dickinson a bénéficié des possibilités offertes par l'institution, mais elle a également mis ses poèmes au service de ses co-résidentes solitaires. La plupart de ses poèmes sont des hymnes religieux, faits assez rares finalement chez les résidents, chez les indigents, contrairement au reste de la population. Elle écrit aussi des élégies à la mémoire de certaines co-résidentes. Et si les traces de leur passage à la workhouse ont été gommées, on pourra ainsi se souvenir de leur mort grâce à ces élégies, comme elle l'indique à l'aumônier. « I have been trying, sir, to improve Rachel Dawson's death by composing some verses. » N'oublions pas que la plupart des indigentes âgées décédaient à la workhouse. Dickinson a ainsi inscrit pour la postérité le nom de Rachel Dawson, de Helen Hake et de Elizabeth Barker et leur a rendu un peu d'humanité. Dans la presse locale, elle devient a workhouse poet et l'auteur de Poetry in the Workhouse. Mais les comptes rendus sur son livre sont identiques.
Ils expriment une admiration devant une production poétique dans un tel environnement, plutôt que pour sa qualité poétique. Books have been composed under many singular conditions, but these we look upon as among the most singular and interesting. Elle est aussi clairement identifiée comme la porte-parole des malades, selon l'aumônier. She was of great service to the more thoughtful and serious of the sick inmates, and she embraced every opportunity of Christian usefulness that lay within her reach. Au sein d'un environnement particulièrement terne et auprès de ceux qui mènent une vie sans objectif, ces poèmes donnent du sens à l'existence des résidents et à l'institution. Contrairement aux poètes mentionnés plus haut, elle n'écrit pas seulement sur les indigents, mais elle écrit bien pour eux. Je passe maintenant à la seconde catégorie de poèmes, plutôt d'écrits d'abord, ceux des vagabonds, a priori encore plus insaisissables. Et pourtant, contre-intuitivement, les sources sont assez nombreuses sur leur expérience de l'écrit. Les représentations que nous nous faisons aujourd'hui du vagabond victorien sont celles d'une pauvre créature désœuvrée, en train de mendier, en train de faire la queue devant un abri, mais pas en train de produire une forme d'écrit. Au XIXe siècle, il est très fréquent de mettre en évidence une autre facette du vagabond, celle du mystificateur hyperactif, toujours en train d'imaginer de nouvelles formes d'imposture pour duper le bienfaiteur. Et les impostures qui engagent la pratique de l'écrit sont très courantes. On pense bien sûr aux signes secrets que les vagabonds apposaient sur les portes des lieux qui pouvaient leur être utiles. Et une cadger's map est même incluse dans le Slang Dictionary, publié en 1865 par l'historien John Camden Hotten, passionné par l'histoire des vagabonds. Sur ces cartes, comme celle-ci, figurent des informations sur les étapes de leur errance et notamment sur la qualité relative des workhouses ou des casuals dans lesquels ils peuvent se rendre. Les lieux et les indications de leur déplacement sont codifiés sous forme de symboles, des croix, des losanges, des ronds, des triangles. Et Camden Hotten les appelle même des hiéroglyphes. Donc, tel Champollion, il les a déchiffrés et il en donne une transcription. Par exemple, un rectangle signifie que le lieu est gamey, c'est-à-dire douteux, dans l'argot des vagabonds. Un rond, avec un point au centre, fait référence à un endroit flummoxed, c'est-à-dire dangereux. Ou encore un triangle avertit le vagabond que la workhouse est coopered ou surpeuplée. Le sens de la carte du mendiant devant bien sûr échapper aux non-initiés. Certaines formes de mendicité font appel à d'autres écrits rudimentaires, comme la fabrication de pancartes que le mendiant suspend à son cou pour informer des raisons de son malheur. Cette pratique de l'écrit s'appelle le screeving. Et elle correspond à la pratique orale du pattering, qui consiste à faire de longs discours grandiloquents en public. Encore faut-il savoir présenter sa requête de manière convaincante. On fait alors appel à un spécialiste qui met ses talents de calligraphe au service de la fraternité. Il est en charge de rédiger une lettre, une begging letter, pour faire appel à la générosité publique. Un niveau élémentaire d'alphabétisation et de force de conviction est requis, comme le montre cet extrait d'une begging letter qui a été reçu par la Charity Organisation Society d'Oxford. Dear Madam, please to excuse me from troubling you today after your kindness to me, but I am lying on my deathbed, and I have not a friend in this world to help me. And if you can assist me a little to get a pair of sheets and a sleeping gown, I would feel very much obliged to you, as we don't know when the hour might come. The doctor was here last night, and he said I will not recover. The children is going into the poorhouse on Tuesday, and I don't think I will be spared till then. Chaque vagabond va chercher à mettre en valeur son histoire et sa tragédie personnelle. Par exemple, les disaster beggars s'inventent des vies brisées par un accident ou une catastrophe et les retracent par écrit pour faire fléchir les cœurs tendres. Et enfin, il y a les graffitis, qui n'ont pas survécu à l'effacement, volontaire ou non, sur les murs des institutions. Aucune patrimonialisation, malheureusement, n'a permis de protéger les graffitis inscrits dans les workhouses, contrairement à ce qui était fait pour certaines prisons, je pense notamment à Clairvaux, en France. Les graffitis sont des outils de micro-résistance classiques dans les lieux de réclusion, des archives de basse tension, comme les décrit Philippe Artière.
Ce sont des adaptations secondaires, selon les termes de Erving Goffman, qui nomment certaines actions vindicatives, mais modestes, de résidents en réaction au pouvoir des institutions totales. Le graffiti est aussi une forme d'autobiographie, minimaliste bien sûr, même si le vagabond parle systématiquement de lui à la troisième personne. Les micro-histoires que forment les graffitis sont des actes infrapolitiques qui témoignent d'une forme d'agentivité persistante au sein d'une vie quasi clandestine. Et parfois, cette agentivité passe par une forme d'agressivité, lorsque certains pseudonymes portent en eux une charge offensive symbolique, comme Dick Turpin, Off to Shrewsbury's Races, bien sûr avec cette référence à Dick Turpin, au bandit de grand chemin. Ou lorsque certains graffitis expriment une menace comme Beware of the Cheshire Tramps. Quelques sources nous renseignent sur le type d'outils utilisés pour faire ces inscriptions, en général la craie ou le crayon. Donc ces inscriptions tracées avec a contraband pen ou a blacklead pencil. Elles sont inscrites surtout sur les murs des casual wards, mais certains documents rapportent que des graffitis ont été gravés sur des troncs d'arbres, et c'est alors la pratique du whittling. Certains graffitis ont aussi été tracés sur les portes, sur des portes ou sur le sol, et c'est la pratique du chalking, bien sûr, des graffitis à la craie. Le tracé du graffiti est impossible à connaître, hormis dans un unique exemple de facsimilé que j'ai trouvé, d'ailleurs sous forme poétique, gravé sur la porte de la workhouse de West Bromwich et reproduit dans le Lloyd's Weekly News. The Lord made the bees made the honey, the tramps do the work, and the guardians get the money. Par ailleurs, les vagabonds choisissent toujours un alias pour construire leur persona, leur nom de scène, souvent à partir des éléments qu'ils jugent valorisants ou caractéristiques. Ils signent par exemple Yorkie Ned, Yorkshire Curly, Spanish Jim, Flowery Tommy, Brandy-Nosed Liz. On se demande pourquoi. Billy the Blinks. Alors Billy the Blinks, c'est parce qu'il vendait, c'est une sorte de trafic de lunettes. Quack Dr. Kelly, Bonnie Light Horseman. Bonnie Light Horseman était un ancien dragon. Les graffitis seraient en fait une forme d'autocommémoration, comme l'indique Emmanuel Furex. C'est parfaitement illustré chez un vagabond qui choisit même comme alias Hamlet, Prince of Denmark. Chaque graffiti est une trace de son passage, mais aussi une trace de soi. Il n'est donc pas étonnant que les graffitis puissent prendre des formes distinctives, dont celle du poème, chez ceux qui veulent affirmer une personnalité particulière. Les graffitis qui sont parvenus jusqu'à nous ont été préservés au sein d'autres sources, ce qui limite leur identification fiable. On les retrouve dans les récits des journalistes ou dans les réformateurs infiltrés. On les rencontre aussi dans certains articles de presse. Mais la source la plus complète que j'ai trouvée est le rapport sur le vagabondage dressé par Andrew Doyle, lui-même inspecteur de la loi sur les pauvres, rapport qu'il a écrit en 1866. Il reproduit dans ce rapport plus de 200 graffitis qu'il nomme des notices, graffitis qu'il a recopiés, qu'il a trouvés sur les murs des workhouses, puis recopiés. Les graffitis nous permettent de compléter les informations glanées dans d'autres sources externes et nous renseignent sur les mobilités, aussi bien que sur les émotions des vagabonds, les émotions allant de la colère à l'ennui et au dégoût, mais aussi allant du désir à l'empathie. Les graffitis permettent aussi d'identifier des formes de communication écrite entre vagabonds et de visualiser certaines formes de conversation primaire. Doyle a ainsi noté certains messages qui s'adressent directement à la fraternité, donc l'ensemble des vagabonds, l'avertissant des mauvaises conditions de logement dans certaines workhouses. Oh, this is a rum place for a fellow to come to for a night's lodging. He will never catch me again. Signé Old Bob Bridley. D'une certaine manière, les graffitis donnent des indications nécessaires pour bénéficier des moins mauvaises conditions de voyage et de séjour. C'est une sorte de guide du routard, mais au sens littéral du terme. On voit apparaître le terme de graffiti et l'intérêt pour cette forme épigraphique après la publication de l'ouvrage du jésuite italien Raffaele Garucci en 1854. Il rassemble les graffitis découverts à Pompéi dans son livre « Inscriptions gravées au trait sur les murs de Pompéi ». Les historiens comprennent alors que c'est un moyen d'accéder à la vox populi.
La preuve en est avec le criminologue et italien Cesare Lombroso, qui consacre une section entière de son étude Palimpseste des prisons aux graffitis écrits sous forme de poèmes et note même la prédilection pour cette forme chez les prisonniers. La pratique du graffiti poétique est si répandue pour lui qu'il parle de Parnasse anarchico-criminel pour décrire la prison. Le florilège de poèmes relevés par Doyle n'est pas aussi riche que celui rassemblé par Lombroso, mais la nuit dans un abri temporaire laissant moins de temps à tuer que la détention. Pour illustrer cette pratique poétique chez les vagabonds, j'ai choisi de dresser le portrait du scribbler, graffeur Bow Street. Bow Street est surnommé par Doyle « The Poet Laureate of Cadgers ». Il semble avoir atteint un certain niveau de célébrité parmi les vagabonds et les responsables de l'établissement parce qu'il laissait des graffitis sous la forme de commentaires en vers de Mirliton sur la qualité de la nourriture ou de l'hébergement. Donc ces poèmes, ces doggerels, traduisent une légèreté et une distanciation nécessaires pour finalement supporter ou relativiser ces difficultés. Bow Street, c'est en fait le pseudonyme de Martin Leonard Courtney. Cet alias ironique renvoie à la rue où se trouvait la police londonienne. Et on peut dire que la prison est finalement son unique domicile fixe, puisqu'il y passe de nombreuses semaines entre deux errances en Angleterre. Il est arrêté régulièrement pour mendicité, puisque la loi sur le vagabondage de 1827 est toujours en vigueur et criminalise les vagabonds. Elle sera amendée à de multiples reprises pour couvrir les nouvelles pratiques frauduleuses des vagabonds. On connaît aussi sa vie grâce au récit qu'un journaliste anonyme intitule « Life and Adventures of a Social Wastrel ». Ce récit est publié par chapitres hebdomadaires dans plusieurs journaux entre 1880 et 1882. On peut dire qu'il y a en fait un engouement pour les histoires de vagabonds plus ou moins fondées. Celles-ci se fonderaient sur des recherches et des entretiens menés par ce journaliste pour rédiger donc ce récit de la vie, cette biographie de Bow Street. On apprend dans ce texte des éléments sur sa naissance dans une famille riche et ses études à Oxford, le choix involontaire d'une vie de vagabondage après avoir été chassé de la maison familiale par son père une fois celui-ci remarié, la naissance de sa carrière de poète vagabond, ses succès littéraires et sa triste fin. Il ne rencontre pas le succès tant qu'il se contente de prestations orales en racontant son passé. Et c'est lorsqu'il croise le chemin de Scotty, the Scribbler, qu'il est initié, au chapitre 9, à la pratique du scriving, dont il va devenir le spécialiste reconnu dans la fraternité. Il s'identifie aussi comme kite flyer, c'est-à-dire celui qui écrit des lettres larmoyantes pour les potentiels bienfaiteurs. Mais il acquiert sa notoriété en raison de ses talents de poète. Il commence sa carrière en améliorant un poème sur une inondation qui accompagne la lettre de ceux qui demandent l'aumône. On peut lire au chapitre 14 « Martin said he would try his hand at it, and it must be confessed that he made considerable improvement on the vile doggerel quoted above. » Si ces premières pratiques de l'écrit ont lieu dans la rue, la carrière de Bow Street se confirme au sein des institutions et sur leurs murs. Un article intitulé « Professional Beggars » témoigne de son succès. There is one cadger who, under the name of Bow Street, has left poetical effusions in half the workhouses of England. Le graffiti a aussi un objectif très concret. Contrairement aux résidents des workhouses qui ont la possibilité d'adresser un courrier, certes peu effectif, à l'Assemblée des tuteurs, le vagabond n'a aucun pouvoir pour améliorer sa condition. Il lui reste le graffiti et l'humour, souvent associés, comme dans ce poème où Bow Street graffe sa complainte sur les murs de la workhouse de Whitchurch. The governor's name is Sutton, the pauper's diet is mutton. But you must not be a glutton when you come here to lodge. You'd better go to Andover, where you may live in clover, by a far better dodge.
Ceci dit, il fait sans doute référence, c'est sans doute une référence ironique à la workhouse d'Andover et au scandale de cette workhouse dans les années 1840, lorsque les résidents affamés ont été obligés de manger, de sucer des os qui étaient destinés à être transformés en engrais. Dans un autre poème copié par Doyle dans son rapport, la pluie est aussi l'une des cibles préférées de Bow Street. Et la pluie est finalement pas un sujet si futile pour ceux qui vivent dehors. For this rain of late, and at present too, is too bad altogether, considering the state of our old shoes and the thinness of our coats. In this place there is a stove, but it is very seldom lighted. In fact, to make you comfortable, they don't intend to try. And the clerk of the weather office must surely be short-sighted, or he would see the benefits of sunny days as well as you and I. D'autres poèmes sous forme de graffiti servent à Doyle à nuancer la terrible image des workhouses et à montrer que ce système n'est pas si mauvais que ça. Par exemple, il cite le poème de Bow Street qui vante les mérites de la workhouse de Trisol. So I tell you again, treat this place with respect, and instead of abusing, pray do it protect. For to lodge here one night is certainly a treat, at this little clean union at Trisol. En se construisant individuellement comme poète, Bow Street légitime les stéréotypes du vagabond, tout en atténuant la menace qu'il représente à l'ordre social. En effet, si elle se confirmait, cette menace, il faudrait que les autorités prennent des mesures plus fortes contre l'extrême pauvreté. Lorsque Doyle contribue d'une certaine manière à la notoriété de Bow Street, il maintient aussi la colère sous cloche. Mais on peut dire de manière plus positive que la pratique de la poésie et la notoriété qui s'ensuit aident Bow Street à réintégrer partiellement la sphère sociale et à le faire sortir de l'anonymat imposé par sa condition de vagabond. Donc pour terminer, je vais juste tirer quelques conclusions. Alors, en plus de donner la parole aux sans-voix, cette étude offre une vision moins noire de la vie dans les workhouses, puisque ces documents écrits par des indigents soulignent qu'ils tentent de regagner leur dignité, de reconstruire leur identité individuelle ou collective, d'élaborer des réseaux solidaires et souvent de se réapproprier l'espace de la contrainte pour en faire un lieu où leur parole est moins limitée ou formatée. Bien sûr, on peut toujours se demander si les dispositifs qui produisent des formes littéraires jouent un rôle d'émancipation ou bien contribuent à renforcer l'enfermement des locuteurs dans des rôles et des catégories imposées. C'est souvent le sort des écrits dits démotiques, qui se situent entre résistance et déférence. Alors j'ai présenté ici que la poésie de la workhouse, mais mes recherches portent aussi sur des poèmes produits dans d'autres institutions victoriennes. À ce stade, j'ai survolé la poésie carcérale dans mes recherches ailleurs, mais je sais que les sources poétiques sont assez riches. Ceci dit, si les études sur les poèmes carcéraux sont déjà relativement fournies, elles font principalement partie du champ littéraire. Celles également sur la création en asile ont aussi donné lieu à des approches plutôt littéraires. Cette poésie asilaire constitue mon domaine d'études actuel. J'explore comment l'écriture de poèmes dans les asiles nous renseigne sur les pratiques sociales et culturelles. Pour l'instant, je me suis concentrée sur les périodiques imprimés dans plusieurs asiles écossais, comme le Royal Edinburgh Asylum ou la Crichton Royal Institution de Dumfries. Ils contiennent, donc ces imprimés contiennent de nombreux poèmes qui nous informent sur la vie quotidienne à l'asile, mais aussi sur l'usage de la poésie comme thérapie dans le cadre du traitement moral des années 1840-1870. L'écriture poétique transforme les patients en agents de leur guérison. J'ai choisi de ne pas inclure la poésie asilaire ici, car pour l'instant, mes recherches ne m'ont pas permis de déterminer un corpus suffisamment large de poèmes écrits par des patients pauvres. J'ai pour objectif d'examiner les modalités de la création poétique dans un nombre conséquent d'institutions victoriennes, comme celles que j'ai évoquées, mais aussi, si possible, les hôpitaux, les Mechanics' Institutes, les loges maçonniques, pourquoi pas. Et j'essaie d'identifier des points communs et des divergences dans ces écosystèmes créatifs,
ce qui me permettra de poursuivre ma réflexion sur les vies et sur les pratiques culturelles des gens ordinaires.